Pour l'exercice 57, on nous dit, soit la fonction f définie sur R par f de x est égal à 2 cosinus de x plus 1 sur 2 plus cosinus de x. Première question, montre que la fonction f est 2π périodique. On rappelle que f est t périodique si et seulement si f de x plus t est égal à f de x, où f a pour période t, et t est un réel optimal, c'est-à-dire positif et le plus proche possible de 0. Donc ici, le t, c'est le 2π. On doit montrer que f de x plus 2π est égal à f de x. Donc, pour cela, on part de l'expression de f donnée dans l'énoncé. Et pour avoir x plus 2π, partout où on voit des x, on rajoute alors des 2π. Et ensuite, comme on a cosinus de x plus 2π, on a besoin de rappeler que cosinus de x plus 2π, ça fait cosinus de x, car cosinus est 2π périodique. Et de même, sinus de x plus 2π est égal à sinus de x, car sinus est aussi 2π périodique. Vous pouvez vérifier que la tangente est pi périodique. C'est-à-dire que tangente de x plus pi est égal à tangente de x. Donc ici, les cosinus de x plus 2π, on peut les remplacer par cosinus de x. Ce qui nous donne le numérateur de cosinus de x plus 1 et au dénominateur 2 plus cosinus de x. On reconnaît ainsi l'expression de la fonction f, soit f de x. On a ainsi montré que f de x plus 2π est égal à f de x. Ce qui prouve alors que f est donc 2π périodique. Ensuite, pour la question 2, on nous dit montrer que la fonction f est paire. On rappelle ici l'expression de f. On précise qu'une fonction est paire si et seulement si f de moins x est égal à f de x. Et impaire si et seulement si f de moins x est égal à moins f de x. Donc, on part de l'expression de f. On veut faire apparaître f de moins x. Donc, partout où on voit des x, on va alors leur ajouter des moins. Et ensuite, on doit savoir que le cosinus de moins x n'est rien d'autre que le cosinus de x. Cosinus de moins x égale à cosinus de x, car cosinus est paire. Et sinus de moins x égale à moins sinus de x, car sinus est impair. On peut alors enlever les moins dans les cosinus pour juste avoir cosinus de x. Donc ici, le moins x, on peut l'enlever le moins pour obtenir des cosinus de x. Et en observant cette expression, on reconnaît alors l'expression f de x. Donc l'égalité f de moins x égale à f de x, d'après ce qu'on a rappelé ici, permet de dire que la fonction f est paire. Pour la question 3, on nous dit en déduire que l'on peut étudier f sur l'intervalle 0π. Donc, on a vu que f est 2π périodique. Donc, on peut étudier f sur un intervalle de longueur de pi, de préférence centré en 0 qui est moins pi. Donc, bien voir que la longueur ici, c'est pi moins pi qui fait 2π. On va donc tracer f sur cet intervalle moins pi, puis on complète le tracé de la courbe CF sur R à l'aide de translation de vecteurs 2πi et moins 2πi, où i est un vecteur horizontal, c'est-à-dire de même direction que l'axe des abscisses, ayant une unité d'abscisse qui donne la graduation de l'axe des abscisses. On avance de 2π fois 1, donc on avance de 2π abscisse à chaque fois pour compléter la courbe, ou on recule de 2π abscisse pour compléter la courbe de f sur R une fois qu'on l'a tracé sur l'intervalle moins pi. On a ensuite vu que la fonction f est paire, ce qui nous permet de dire qu'on peut alors étudier f sur la moitié de l'intervalle moins pi, qui n'est rien d'autre que l'intervalle 0π. On trace alors la courbe de la fonction f sur cet intervalle 0π, puis on complète sur l'intervalle moins pi par symétrie d'axe, l'axe des ordonnées que l'on note comme ça, O, Y. En effet, lorsque les fonctions sont paires, leurs courbes sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Si la fonction avait été impaire, sa courbe serait symétrique par rapport à l'axe des abscisses. On aurait dit exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on trace la courbe sur 0π et on complète non pas par symétrie axiale, mais par symétrie centrale de centre l'origine du repère, car les fonctions impaires sont symétriques par rapport à l'origine du repère O, tandis que nos fonctions paires sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées OY. Donc ici, on trace la courbe sur 0π, puis on complète par symétrie d'axe, l'axe des ordonnées, pour obtenir la courbe sur l'intervalle moins pi. Ensuite, pour la question 4, on nous dit déterminer le tableau de variation de f sur 0π. Pour trouver le tableau de variation de f, on a besoin du signe de la dérivée. Car si la dérivée est positive, la fonction est alors strictement croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et si la dérivée est nulle, la fonction est alors constante. Pour trouver le signe de la dérivée, on a d'abord besoin de la dérivée. Et pour calculer la dérivée, on a besoin de savoir
sur quel ensemble la dérivée existe. Donc on regarde l'expression de f. Comme c'est un quotient, le numérateur est dérivable sur R, car cosinus de x et dérivable sur R sont doublés, alors dérivable sur R plus 1, ça reste dérivable sur R. De même, le dénominateur est dérivable sur R, cosinus de x est dérivable sur R, en rajoutant 2, c'est dérivable sur R. On a donc le quotient de deux fonctions dérivables sur R, ce sera dérivable sur R aux endroits où le dénominateur ne s'annule pas. Comme cosinus de x est compris entre moins 1 et 1 en rajoutant plus 2, on va pouvoir expliquer que le dénominateur ne va pas s'annuler sur R. Donc la fonction f sera dérivable sur R. Et donc en particulier sur l'intervalle 0π qui est une partie de l'ensemble R. Donc on part de l'encadrement de cosinus entre moins 1 et 1 et on rajoute 2 partout pour voir que 2 plus cosinus de x est compris entre 1 et 3 et donc le dénominateur ne s'annule pas sur R. On peut alors par exemple justifier la dérivabilité de f sur 0π de la manière suivante. F est dérivable sur R comme produit, donc ici 2 fois cosinus de x, puis somme, donc on a la somme avec les plus et les plus au numérateur et au dénominateur, puis quotient, numérateur sur dénominateur, de fonctions dérivables sur R, car toutes les fonctions qui apparaissent dans les produits, la somme puis le quotient vont être dérivables sur R, à dénominateur non nul sur R, car on a expliqué que ce dénominateur ne s'annule pas sur R. Donc, f est dérivable, en particulier sur 0π, car f est dérivable sur R, et 0π est une partie de R. Maintenant, en observant l'expression de f, on voit bien que f est un quotient, donc f est de la forme u sur v, où le u, c'est le numérateur, et le v, c'est le dénominateur. Et on sait alors que la dérivée du quotient, c'est u'v moins v'u sur v carré. Et comme on connaît bien les dérivées de cosinus et sinus, cosinus a pour dérivée moins sinus de x, et sinus de x a pour dérivée cosinus de x. Donc ici, la dérivée de ce cosinus qui n'est rien d'autre que moins sinus de x fois 2, donne moins 2 sinus de x, et la dérivée de 1 c'est 0, car 1 est une constante en addition. Et ici, on fait la même chose. Pour 2 constantes en addition, la dérivée c'est 0, et la dérivée du cosinus. Donc on obtient que n égale moins sinus de x, car la dérivée du cosinus c'est moins sinus de x. Ensuite, on a expliqué que f est dérivable sur 0π, donc pour tout x appartenant à 0π, on va appliquer la formule de la dérivée du quotient. On commence par le u', on a dit que c'est moins 2 sinus de x, donc on écrit moins 2 sinus de x. Ensuite, on met le v c'est 2 plus cosinus de x, donc on met 2 plus cosinus de x entre parenthèses. Ensuite, on doit faire moins v', le v' c'est moins sinus de x, donc moins sinus de x, puis on met le u qui n'est rien d'autre que 2 cosinus de x plus 1, donc on met 2 cosinus de x plus 1 en parenthèse. Et ensuite au dénominateur on a le v carré, et comme le v c'est 2 plus cosinus de x, on obtient 2 plus cosinus de x au carré. Une fois qu'on est là, on sait qu'on veut étudier le signe de la dérivée, donc la priorité est à la factorisation. En observant cette dérivée, on voit que le sinus de x est donc un facteur commun. On écrit alors le facteur commun sinus de x, on ouvre des crochets où on va écrire le reste, en prenant sinus de x, il reste le moins 2, la parenthèse 2 plus cosinus de 2x, moins et moins, ça nous fait plus, cette parenthèse, 2 cosinus de x plus 1, mais comme on a un plus, pas besoin de ces parenthèses, on peut directement les enlever ou les garder et les enlever plus tard, sur 2 plus cosinus de x au carré. Ensuite, on va enlever les parenthèses, donc plus besoin des crochets qui redeviennent des parenthèses, on distribue le moins 2 fois 2 donne moins 4, et moins 2 fois cosinus de x donne moins de cosinus de x. Ici, le plus ne change pas les signes quand on enlève les parenthèses. Tout reste identique à ce qu'il y avait dans la parenthèse. Et ensuite, ici, on remarque un moins de cosinus de x plus 2 cosinus de x qui vont alors se simplifier. Il va nous rester le moins 4 plus 1 qui donne moins 3 fois le sinus de x, soit moins 3 sinus de x sur 2 plus cosinus de x au carré. On obtient ainsi l'expression de la dérivée de f. On va maintenant étudier le signe de cette dérivée. Le carré, on sait qu'il est positif, le moins 3, on sait qu'il est négatif, il ne reste plus que le signe de sinus de pi et on est sur l'intervalle 0π. Sur l'intervalle 0π, les points associés aux angles ici ont tous leur sinus qui est positif. Donc ce sinus est positif sur 0π. Donc on a positif fois négatif qui est négatif divisé par positif, ça nous donne une dérivée négative. Et donc par conséquent une fonction qui est décroissante sur 0π. Donc on peut dire cela. Moins 3 strictement négatif, sinus inférieur ou égal à 0 sur 0π. Attention, sinus supérieur ou égal à 0 car le sinus est positif. Par produit moins 3 fois sinus, c'est-à-dire moins 3 négatif fois sinus positif, donne un produit qui est négatif sur 0π. Et donc en divisant par le carré d'un réel qui est positif,
on a négatif sur positif, qui donne alors un quotient négatif sur 0pi, car on a dit le carré du réel, il est supérieur ou égal à 0. On pourrait même dire strictement plus grand que 0, car on sait qu'on est sur un intervalle où notre dénominateur ne s'annule pas. On fait alors le tableau de variation de f sur l'intervalle 0pi. Si on cherche les valeurs qui annulent la dérivée, ce sont les valeurs qui vont annuler alors le sinus. En observant le cercle trigonométrique, le sinus est nul lorsque x prend les valeurs 0 et pi. Donc on peut mettre 0 en dessous de 0 et pi. Et comme on l'a déjà expliqué, tout ça, ce n'est rien d'autre que f' de x qui est donc négatif sur 0 pi. On peut alors mettre le signe moins, puis dire que la fonction f est décroissante sur 0 pi. On calcule alors f de 0 en remplaçant tous les x par 0. Et une fois qu'on a remplacé tous les x par 0, 0 étant là, le cosinus de 0, c'est l'abscisse de ce point, qui est donc 1. Ou bien on tape sur la calculatrice pour voir que le cosinus de 0 vaut 1. Ce qui nous donne alors 2 fois 1 plus 1 sur 2 plus 1. 2 fois 1, 2, plus 1, 3. Et 3 plus 1, 3. Ça nous donne alors 1. On met alors 1 dans le tableau comme image de 0. On fait la même chose pour pi, on remplace tous les x ici par pi. On obtient alors cette expression. Et le cosinus de pi est l'abscisse de ce point qui vaut moins 1. Donc soit on le lit dans le tableau ou dans le cercle trigonométrique, ou on tape sur la calculatrice en mode radian pour voir que le cosinus de pi c'est moins 1. Ensuite on fait le calcul, 2 fois moins 1 moins 2 plus 1, moins 1, et 2 moins 1, 1 et moins 1 sur 1, moins 1. On complète alors dans le tableau, moins 1. On obtient ainsi moins 1 comme image de pi et on a le tableau de variation de f sur l'intervalle 0pi. Ensuite, pour la dernière question, la 5, montrer que l'équation f de x égale à 0 a exactement une solution alpha sur l'intervalle 0pi et donner une valeur approchée de alpha au millième près, c'est-à-dire à 3 chiffres après la virgule. Donc, en observant ici le tableau de variation de f sur 0pi, f prend ses valeurs de 1 à moins 1. On peut donc dire que comme f se trace d'un seul trait, donc f est continu, donc ça on le note, f est continu sur 0pi. Donc f prend toutes les valeurs entre 1 et moins 1, donc en particulier la valeur 0. Maintenant on nous a dit qu'il faut expliquer pourquoi on a exactement une seule solution et non pas d'autres. Mais comme f descend strictement, donc f est strictement décroissante, on est sûr que f passera alors une seule fois par 0. Donc on peut rajouter f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle 0 pi. Donc on a cité 2 points, continue, strictement décroissante sur l'intervalle 0 pi. Et ensuite une information qui peut peut-être sembler anodine, mais il est important de préciser que 0 est aussi compris entre l'image de 0 qui vaut 1 et l'image de pi qui vaut moins 1. Pour être sûr et certain qu'on passe bien par 0 quand on passe de l'image de 0 qui vaut 1 à l'image de pi qui vaut moins 1. Car 0 est compris entre 1 et moins 1. Donc on le rajoute, 0 est compris entre f de 0 qui vaut 1 et f de pi qui vaut moins 1. C'est-à-dire 0 est compris entre 1 et moins 1. Ici c'est le troisième point. Donc on surligne, continue, strictement décroissante pour le deuxième point. 0 compris entre 1 et moins 1, qui sont les images de 0 et pi. Pour le troisième point, ces 3 points nous permettent alors de conclure que l'équation f de x égale à 0 admet exactement une unique solution que l'on note alpha sur 0pi. Donc un alpha qui se trouve quelque part par ici et qui a donc pour image 0. C'est même un théorème qu'il est important de connaître qu'on appelle le théorème de la bijection au corollaire du TVI. Donc on aurait même pu dire, donc d'après le théorème de la bijection au corollaire du TVI, TVI ici tient pour théorème des valeurs intermédiaires, donc le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. L'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha appartenant à l'intervalle 0pi. Donc ici, j'ai écrit les conditions qui doivent être vérifiées pour appliquer ce théorème en vert, parce que si à ce niveau du cours, vous n'avez pas encore vu ce théorème, vous pouvez juste dire que l'équation admet une unique solution d'après le tableau de variation de f, sans avoir besoin de sortir ces conditions à ce niveau du programme si vous n'avez pas encore vu le théorème de la bijection, encore appelé corollaire du TVI. Ensuite, on nous demande de donner une valeur approchée de alpha au millième près. Donc, pour pouvoir donner une valeur approchée de alpha au millième près, on va rentrer la fonction dans la calculatrice, puis chercher à peu près où est-ce que f prend la valeur 0 sur l'intervalle 0pi.
On lance alors la calculatrice. On va dans la partie grapheur pour tracer la courbe de notre fonction. On clique sur Exe. On nous dit ajouter un élément. Donc on peut cliquer sur Exe. On clique pour avoir la barre de fraction. Au numérateur, on met 2 cosinus de x plus 1, car c'est le numérateur de l'expression de f. On fait attention à rester en radian. Au dénominateur, on met 2 plus cosinus de x. Ensuite, on valide. Puis, on n'a plus qu'à tracer le graphique. On obtient alors cette courbe. Si on veut rester sur l'intervalle 0π, on peut modifier les axes. On peut même utiliser le fait qu'on varie de 1 à moins 1 pour prendre en ordonnée moins 1, 1. Donc, on vient ici dans Axe, on clique sur Exe, et donc on va choisir les valeurs de x de 0 à π. Donc, on se place sur valeur de x, on clique sur Exe, on enlève automatique, et pour minimum, on choisit alors la valeur 0, on valide, et pour maximum, on choisit la valeur π, on valide, on peut laisser le pas auto, et ensuite on valide en cliquant sur Exe. Ensuite, on va dans valeur de y, on clique sur Exe, on fait attention à ce que auto ne soit pas validé, on va dans minimum, on peut mettre moins 1 d'après le tableau de variation de f, on valide, et pour maximum, on peut mettre 1 d'après le tableau de variation de f encore, et on n'a plus qu'à valider en cliquant sur Exe. On peut laisser le pas à auto, et ensuite on vient ici, on valide en cliquant sur Exe. Une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à tout valider, on peut laisser type de repère à cartésien. On obtient alors cette nouvelle courbe. Et donc, l'endroit où f de x prend la valeur 0, c'est en ce point dont nous cherchons justement une valeur approchée au milieu. Donc, soit on déplace ce point jusqu'au point noir ici, en se contentant tout simplement d'avancer, ou soit on clique sur OK pour avoir cette interface. On va ensuite donc rechercher et on cherche ce qu'on appelle les zéros de la fonction. On se place sur les zéros de la fonction. On n'a plus qu'à cliquer sur Exe. On valide, le point se place automatiquement au bon endroit. On n'a plus qu'à lire ici les valeurs pour alpha, qui est la valeur qui donne f de x égale à 0. Donc, on lit notre valeur ici. On nous a demandé de nous arrêter au millième, soit 3 chiffres après la virgule. Donc, on a après la virgule le 0, le 9, le 4 et après le 4, un 3. Donc, on peut garder comme valeur approchée alpha qui est égal à 2,094 d'après la calculatrice, car après le 4, il y a un 3. S'il y avait eu un 5, on aurait mis alors 95. Donc, bien évidemment, à partir de 5 après le 4, 5, 6, 7, 8, 9, on aurait mis 95. Mais pour 0, 1, 2, 3 et 4, on garde 94 alors. Bien évidemment, on aurait aussi pu nous demander un encadrement. Par exemple, un encadrement à 4 chiffres après la virgule. Donc, on reprend encore bien notre même valeur. Donc, toujours bien s'assurer qu'on est bien au bon endroit. On prend notre valeur. On garde les 4 chiffres après la virgule visibles si le nombre est positif, de telle sorte qu'on avance que de 1 unité à la 4e décimale après la virgule pour passer par exemple de 43 à 44. Donc, ça, c'est un encadrement à 10 puissance moins 4 près, qui bien évidemment n'est pas demandé ici, puisqu'on nous demande juste la valeur approchée au millième, c'est-à-dire à 10 chiffres après à 3 chiffres après la virgule. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.